Bonsoir à tous. Le grand débat, la soirée spéciale, ça sera tout à l'heure à 20h30. Comment réformer une justice malade? On tiendra l'antenne jusqu'à 22h30, 23h, avec une bonne part de la rédaction de Mediapart. Il y aura Mathilde Mathieu, avec moi Michel Deléan et Fabrice Arfi, et de nombreux invités pour essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive à la justice française depuis quelques semaines, voire quelques mois, quand on voit ce qui s'est passé dans l'affaire Zied et Bouna, les deux adolescents de Clichy-sous-Bois et la relaxe des policiers, et puis évidemment l'affaire Bettencourt avec le rendu du jugement du tribunal et la relaxe d'Éric Woerth, sans parler dans un autre genre du énième procès incompréhensible autour de l'affaire d'Outreau. On a l'impression d'une justice malade, une justice à bout de force, une justice à bout de ressources, et ça sera le thème de notre grande soirée tout à l'heure à partir de 20h30. Cette émission, vous la connaissez, elle s'appelle Retour sur nos enquêtes, retour sur l'événement politique du mois de mai, puisque le dimanche 24 mai, si ma mémoire est bonne, il y avait des élections régionales et municipales en Espagne, et que visiblement il s'est passé quelque chose, puisque des gens qui n'étaient pas des politiciens ou des politiciennes d'ailleurs professionnels il y a peu, sont en passe d'être élus dans les deux plus grandes villes du pays. Madrid et Barcelone risquent d'avoir des maires, des mairesses, je ne sais pas si on dit des mairesses, mais des maires en tout cas, qui seront issus du mouvement des indignés. Pour en parler, trois invités, parce qu'on va s'interroger de savoir si ce mouvement espagnol est peut-être reproductible, si ça peut être un modèle pour la gauche de la gauche en France. Ça sera évidemment, oui, toute la question que je vous poserai. Donc, trois invités. Florent Marcellesi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du parti écologiste espagnol ECUO. Vous êtes député européen. Vous êtes vous-même franco-espagnol et votre mouvement, donc ECUO, participe aux mouvements politiques et sociaux en Espagne depuis 2011. Ludovic Lamant, qui est journaliste à Mediapart et qui a écrit la plupart de ses enquêtes donc, sur ce qui se passe en Espagne et sur les élections espagnoles. Et puis elle commençait à se récrier quand je disais est-ce que c'est reproductible pour la France? Elisa Martin, bonsoir, vous êtes conseillère régionale Rhône-Alpes, membre du Front de gauche et vous êtes première adjointe donc au maire de Grenoble. Alors je reprends ma présentation, Florent Marcellesi, est-ce que il s'est passé quelque chose d'un point de vue politique, unique et important en Espagne il y a maintenant 15 jours? Déjà, ce qui s'est passé, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que c'est une histoire qui commence il y a 4 ans sur les places de l'Espagne, quand les indignés sortent et commencent à remplir les différentes places des grandes villes. Et 4 ans plus tard, ce qu'on a, c'est effectivement la transformation de l'indignation qu'on a eue il y a 4 ans, des indignés, dans un engagement politique. C'est vraiment ça qui est vraiment la première chose à mettre sur le devant, parce qu'effectivement, ce qu'on a réussi, c'est prendre des grandes villes au pouvoir installé, institutionnalisé. On a réussi à mettre Ada Colau comme maire de Barcelone, certainement Manuela Carmena aussi comme maire de Madrid. Dans un cas, c'est fait, c'est-à-dire qu'elle a été élue par le Conseil municipal. Non, dans aucun cas pour l'instant c'est fait, parce que les mairies vont se conformer, vont être, je crois que c'est dans une semaine environ, il y a des tractations entre différents partis, c'est pas facile effectivement, surtout à Barcelone par exemple, où il y a un émiettement terrible des différentes forces politiques. C'est vrai qu'on a gagné, mais on a gagné avec une minorité majoritaire, pour le dire d'une certaine façon. À Madrid, on a gagné un peu plus fort, c'est-à-dire qu'on est deuxième force, mais avec une plus grosse capacité de gouverner. Puis on a aussi pris d'autres villes, par exemple, comme Saragosse, Saint-Jacques-de-Compostelle, Cadiz, par exemple. Donc c'est quand même un mouvement qui était assez là, intéressant. Vous êtes arrivé en tête. Et on est arrivé en tête à Saint-Jacques-de-Compostelle, effectivement. À Saragosse aussi, on est arrivé en tête. Et effectivement, c'était la grande surprise de ces élections. La grande surprise, on va le dire directement, sans peut-être pour pas créer un peu la polémique, mais la grande surprise, c'est pas Podemos pendant ces élections, qui se présentent au régional, mais c'est vraiment ce qu'on appelle les candidatures de confluence citoyenne. C'est-à-dire ce regroupement entre différents acteurs de la société civile, acteurs associatifs, et en plus des différents partis politiques. Ça, c'est le cas vraiment de Ada Colau, par exemple, à Barcelone, qui est effectivement elle-même une activiste très connue en Espagne pour le droit au logement.
surtout pendant la crise en Espagne qui a connu vraiment une situation d'urgence humanitaire terrible et qu'on continue à connaître d'ailleurs. Je pense que même en France, on ne la connaît pas à ce point-là. C'est vraiment une situation dramatique et a réussi à mettre autour d'elle tout un grand rassemblement, une grande dynamique où certains partis, pas tous bien sûr, mais certains partis, des partis écolos, des partis de gauche, ont décidé de faire un pas en arrière et de dire, bah voilà, nous on se met derrière la bannière du rassemblement citoyen, c'est le mot vraiment qui est important, c'est le rassemblement citoyen, et ça a marché. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que ça a marché au-delà des espérances, parce que là où on pensait qu'il fallait une marque très, très puissante qui travaille pour l'hégémonie dans son coin, comme l'a fait Podemos, finalement non, en ajoutant différents partis, différents acteurs citoyens, on a réussi à avoir quelque chose qui dépassait les partis en eux-mêmes. Effectivement, c'était un raz-de-marée, pour le dire d'une certaine façon, et les places étaient remplies. C'est-à-dire quand il y avait vraiment un meeting, par exemple, à Colau, les gens étaient là, les gens voulaient écouter, les gens voulaient participer, en fait. Et en plus aussi, c'est la victoire d'une autre façon de voir la politique, là où certains pensaient qu'il fallait plutôt être très guerrier dans la façon de faire les choses, avec une machine électorale de guerre pour gagner avec aussi une rhétorique très, très dure. D'autres, comme Manuela à Madrid ou comme Ada à Barcelone, ont décidé plutôt de jouer sur la coopération, de jouer sur l'empathie, de jouer sur l'amour même, et jouer sur la diversité. Et c'est de la grande surprise qu'on a eu en Espagne, ça marche. Alors, on va revenir sur les formes d'action, de lutte militante, les histoires de logement en particulier, parce que là aussi, il y a de la nouveauté dans les formes d'action. Mais puisqu'on a commencé par la politique, restons-y. Donc, selon vous, si je vous ai bien entendu, le raccourci français qu'on a lu, entendu, et qui est toujours un raccourci, et qui disait, en gros, Podemos a gagné, vous n'êtes pas d'accord? Podemos a ouvert la brèche. Podemos a permis que quelque chose se passe en Espagne et de dire, bah voilà, les indignés sont là, et maintenant ils veulent faire de la politique. C'est ça qui a permis de faire Podemos. Mais Podemos n'a pas gagné les grandes villes. Podemos a apporté sa pierre à l'édifice, mais la dynamique qu'il y a eu, la dynamique citoyenne, a débordé totalement Podemos. D'ailleurs, c'est le grand sujet, on pourrait y revenir si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire pour les élections législatives qui vont avoir lieu dans quelques mois? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Parce que Podemos, sa stratégie basée sur l'hégémonie qui essaye plutôt d'avoir peu de diversité finalement dans le mouvement, a été débordée par une dynamique justement où on est unis dans la diversité. C'est vraiment qui est intéressant. Et même il y a beaucoup de gens par eux-mêmes qui ont décidé de commencer à faire campagne en débordant l'institution du parti et par eux-mêmes faisant des choses autonomes. Et c'est ça qui était beau dans la campagne en fait. C'était la créativité. Est-ce que d'accord avec ce constat? Oui, alors moi c'est une lecture partisane d'un parti qui soutient les plateformes citoyennes, Equo. Mais il faut rappeler que Podemos a évidemment soutenu aussi les plateformes citoyennes qui ont gagné. Et sans le soutien de Podemos, on peut penser qu'elles n'en seraient pas arrivées là non plus. Donc il y a un lien qui est très fort. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu tout un discours sur la caste qu'a mis en avant Podemos en 2014 pour se construire comme le parti nouveau contre les anciens partis qui sont responsables de la crise. Ça change un petit peu avec ces questions-là, parce que ce qui est très fort dans ces plateformes citoyennes, la manière dont concrètement les gens se parlent, c'est qu'ils mélangent des vieux partis, des nouveaux partis, des associatifs, des gens des marées anti-austérité qui sont créés en Espagne. Et donc on a des gens, par exemple, du parti IU, les écolo-communistes traditionnels alliés du Front de gauche en France, qui se mettent à parler avec des gens de Podemos, qui se mettent à parler avec des gens d'Equo, ce qui, dans la tête de Podemos il y a quelques mois, aurait été impossible. Parce que Podemos, c'était d'abord une logique de protéger la marque Podemos pour les législatives de la fin d'année. Effectivement, il y a un débat qui s'ouvre, qui est assez intéressant pour voir comment Podemos va réagir à ça. Et ce que vous êtes en train de me décrire tous les deux, mais ça fait plutôt sourire, c'est que Podemos vient quand même du mouvement des indignés. C'est l'imaginaire qui porte. Et on a l'impression que là, vous décrivez un parti qui s'est quand même constitué en tant que parti, en tant que marque, débordé par sa base, selon la vieille expression. Mais là, visiblement, ça correspond à ce que vous racontez. Ouais, tu veux... Plus que débordé par sa base, débordé par le mouvement en général. C'est-à-dire que sa base, quand même, ça reste sa base, mais effectivement, les gens qui votent en général, les gens qui sont là, qui votent avec le sourire, ne cherchent pas vraiment la marque Podemos, mais cherchent la marque du changement. Et la marque du changement, du sourire, d'un renouveau, c'est pas forcément Podemos. Dans ce cas-là, c'était vraiment les confluences citoyennes. Podemos l'a été pour les régionales, mais on voit, par exemple, peut-être avec un chiffre, ça va peut-être vous éclairer un peu pour voir ce qui s'est passé, parce qu'on avait en même temps les élections municipales, les élections régionales. Oui. Les élections municipales dans toute l'Espagne,
Espagne, c'est là qu'il y avait les candidatures de Confluence citoyenne, élections régionales par exemple à Madrid. Et sur la ville de Madrid, par exemple, la Confluence citoyenne, c'est pratiquement 500 000 votes. Et Podemos, c'est 230 000 votes. C'est le cas le plus clair, mais c'est vrai que là, c'est là aussi qu'il y a eu la candidature la plus forte. Donc c'est symbolique. Oui, c'est très symbolique. C'est exactement la même chose. Donc c'est très difficile de mesurer pour l'instant si cette convergence peut aller. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant Iglesias parle de générosité, exclut pas la question d'une ouverture pour constituer les listes pour les législatives à des acteurs des mouvements sociaux, ce qui était un peu compliqué ces derniers mois. Donc ça bouge, mais c'est de toute façon le paysage espagnol en ce moment est absolument passionnant. D'abord pour ça, c'est parce que tous les mois, c'est en train de changer à une vitesse insensée. Donc il y a une espèce de souplesse de la vie politique qui est très très excitante à suivre et qui contraste peut-être un peu avec ce que nous connaissons en France. Et alors, parlons un peu programme avant de parler de forme d'action, parce que ça a été très important. Tous les commentateurs ont dit, elles ont été élues, je parle des 2 villes principales et des 2 candidates, elles ont été élues sur un programme, des choses précises et concrètes. Est-ce que ça, c'était une grande différence? C'est-à-dire que venant de l'action, du mouvement associatif, d'associations de défense du logement, est-ce que les propositions étaient plus concrètes et plus précises que de la part de politiciens ou politiciennes, entre guillemets, habituels? Le programme, par exemple, de Barcelone en Comú, est très précis. Et en plus, c'est un programme qui essaye de construire une Barcelone dans 30 ans. C'est-à-dire que la question qu'ils ont posée aux citoyens, aux citoyennes quand ils faisaient les grands rassemblements, c'était quelle Barcelone en 2030 ? Et effectivement, on a commencé à construire tout un imaginaire de Barcelone en 2030, parce qu'il faut quand même voir que Barcelone, c'est une grande ville touristique qui fait très plaisir aux Français quand on veut aller là-bas, mais qui est invivable pour les gens qui habitent là-bas, et surtout insoutenable, parce qu'il n'y a vraiment aucun sens que dans 2030, ça continue à marcher sur une énergie aussi chère dans quelques années. Donc finalement, ils disent qu'est-ce qu'on veut. Pourquoi c'est invivable ? C'est invivable parce que c'est une ville pour touristes. C'est une ville musée, en fait. C'est une ville où mais les plus gens... que Paris ? Pareil, plus ou moins. Je pense qu'il y a quand même... J'aurais du mal à comparer les deux, mais c'est vraiment des villes musées où une personne normale a du mal à s'y retrouver quand même. Et tous les investissements lourds sont mis vraiment au profit du tourisme et de quelques grands intérêts quand même de multinationales et d'intérêts très, très corporatifs. Il faut vous rappeler, il y a quand même la mafia russe qui est installée sur le port de Barcelone, par exemple. C'est des choses quand même qui commencent un peu à peser, surtout quand vous avez 25% de chômage, aussi en Catalogne. Donc ça, il faut rappeler un peu le contexte. Et effectivement, donc les mesures sont très concrètes. Les mesures, déjà, sont en se projetant vers l'avenir, en disant, voilà, nous, c'est le type de ville qu'on veut. On veut une ville qui soit juste, qui soit démocratique et qui soit soutenable. Et comment on en arrive là ? Premièrement, il faut on appelait ça un programme d'urgence humanitaire, c'est-à-dire, par exemple, on va lutter contre la précarité énergétique, par exemple, qui touche plus de 15% des logements à Barcelone, en général, et en Espagne aussi. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se permettre le luxe d'allumer la lumière, tout simplement, en Espagne. Des choses aussi bêtes que ça. Et effectivement, quand Ada Colau arrive là, elle dit, la première chose que je vais faire, c'est essayer d'en finir avec la précarité énergétique. C'est essayer d'en finir avec ces gens qu'on met à la rue avec une double dette parce qu'ils n'ont pas réussi à payer leur logement et en plus ils se retrouvent totalement dénudés dehors avec leurs enfants. Et bien ça, on va en finir. Et en même temps, on met en place un changement de modèle productif et économique en réhabilitant les bâtiments, en essayant d'avoir des emplois verts. C'est vraiment en ayant un projet de ville. Et c'est vraiment, je pense aussi, la grosse différence avec d'autres mouvements qu'il y a pu avoir avant, c'est vraiment en positif. On construit quelque chose. On n'est pas là pour être contre, effectivement, toutes ces oligarchies qui ont pris la ville, mais en plus, on construit avec les gens et on fait quelque chose qui marche. Ludovic. Oui, non, mais moi j'avais noté quelques éléments du programme aussi en complément. Elle a beaucoup travaillé cette idée après la bulle immobilière en Espagne, une bulle touristique à Barcelone. Donc là, par exemple, elle a annoncé déjà qu'il y aura un moratoire sur la construction et l'ouverture de nouveaux hôtels, parce qu'elle estime qu'il y en a trop dans tous les quartiers de Barcelone. Elle veut, je crois, il y a une histoire de bloquer les grands paquebots qui arrivent, ces espèces de méga paquebots qui font la Méditerranée, ont limité, ont freiné l'arrivée, ce qui est un truc symboliquement assez fort. Sur la question des expulsions immobilières, il y a l'idée aussi de taxer les banques qui continuent d'avoir des bâtiments qu'elles détiennent et qui sont vides, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas pour du logement social, etc. Et il y a aussi un ensemble de mesures aussi sur une certaine éthique, c'est-à-dire que les élus ne sont pas payés plus de 4 fois le revenu minimum en Espagne, je crois. Donc elle baisse son salaire de manière drastique. La fin des 2200 € au lieu de 8000 €. Ouais, c'est ça. Pour être clair. Oui, donc c'est assez énorme. Ouais. La fin des voitures officielles. Alors ça, je crois qu'à Grenoble aussi, il était question de ce genre de choses. La baisse des indemnités aussi. Voilà. Donc il y a certaines mesures aussi qui sont liées à une autre manière de faire de la politique, qui sont voilà. Et cette autre manière de faire de la politique, elle, par exemple, Ada Colau, elle vient vraiment du mouvement associatif. Alors, c'est vraiment la figure qui est connue sur la question du logement, et c'est important. C'est-à-dire, elle l'a créée à partir de 2009, la PA,
PAH, qui est la plateforme anti-expulsion. Donc, c'est une plateforme qui s'est donc un peu avant le mouvement des indignés en Catalogne. Elle se concentre sur la question de ces milliers de ménages qui sont expulsés parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs prêts immobiliers. Et elle va construire un réseau qui va faire de l'aide juridique pour ces ménages qui vont avoir des moyens juridiques de s'opposer ou de mener en tout cas la bataille face aux banques qui les expulsent. Et dans de nombreux cas, elle va obtenir des victoires, des succès. Donc Ada Colau, c'est quelqu'un qui se lance en politique d'abord comme un contre-pouvoir, enfin la politique comme un contre-pouvoir, avant les indignés, et qui va de fait obtenir des succès qui vont la crédibiliser auprès d'un très large public en fait. C'est un peu la différence avec, enfin voilà, il y a un truc très concret, voilà, réussi à sauver, voilà, c'est des questions de survie, la question du logement, quoi. C'est quoi les opérations? Comment ils appellent ça, les opérations? Les scratchs. Les scratchs. Alors ça, c'est un peu plus tard. Si tu veux raconter. Oui, un scratch tout simplement, c'est qu'il y a un groupe de personnes, par exemple, qui va voir une personne politique ou un banquier, par exemple, dans une banque et qui réclame, par exemple, qu'un ménage ne soit pas expulsé ou qui les met devant leur responsabilité en disant voilà, à cause de vous, à cause de vos actions, il y a des gens qui sont actuellement à la rue. Vous devez faire quelque chose actuellement. Et là, vous pouvez imaginer, il y a tous les médias qui sont là et la personne doit dire quelque chose et se sent forcément appelée à répondre. C'est ce qu'on appelle un scratch, effectivement. Il y a eu un gros débat là-dessus, une grosse polémique aussi, forcément parce que les gens du Parti populaire, par exemple, ou des grandes banques, n'étaient pas très contentes qu'on les montre du doigt. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a été libératoire pour beaucoup de gens de dire voilà, il y a des responsables à la crise, ils sont là. Ce qu'elle a fait pour les banquiers, certains banquiers, donc le name and shame des banquiers, et aussi des élus, des députés nationaux qui refusaient de voter une loi qui aurait permis de freiner des expulsions dans le pays. Donc elle a été devant les logements des députés aussi. Donc c'est des mouvements qui ont été assez radicaux, moi que je trouve très intéressant à suivre. Et c'est cette leader du mouvement qui est devenue maire de Barcelone, qui a tout cet héritage, cet imaginaire politique, donc c'est très intéressant. Parce que maintenant, passer du contre-pouvoir à la prise de pouvoir, c'est autre chose. Et du côté des partis institutionnels, j'ai envie de dire cela, du côté du Parti populaire comme du Parti socialiste espagnol, on a eu droit à quel type de campagne électorale? Parce que là, on commente les résultats plutôt en s'en réjouissant. Mais est-ce que ça s'est passé si simplement? C'est-à-dire comment réagissaient-ils, eux, à ces accusations, la caste, anti-caste, ces accusations oligarchiques, le type d'action que vous venez de décrire? Quel type de combat politique on a eu? Le Parti populaire, c'est vraiment un cas très spécial, hein. Même en Europe, je crois, parce que c'est vraiment un des partis les plus corrompus qui existent, hein. C'est vraiment un système corrompu. C'est même dur à expliquer tellement c'est gros. Je pense qu'en France, on a du mal à comprendre comment un système a pu se monter comme ça. C'est vraiment que la moitié des gens, des députés du Parti populaire à Valence, sont mis en examen, par exemple. La moitié des députés, juste pour que vous imaginiez ce que ça veut dire. Donc comment ils se sont défendus? Ils se sont défendus en se refermant dans leur bulle et en attaquant encore plus fort. C'est des populistes, c'est des radicaux, c'est des gens dangereux, ils veulent en finir avec la démocratie. Il y a même une qui a dit que quand la candidate à la mairie de Madrid nous a dit qu'on voulait faire des soviets à Madrid. C'est juste ce genre de choses. Ils ont perdu en fait le sens de la réalité. Et aussi pour ça qu'ils se sont rétamés, il faut le dire d'une certaine façon quand même. Et ça, c'était la réaction du Parti populaire. C'était vraiment. Juste pour compléter, le PP a fait campagne sur l'idée quand même de la reprise économique. Eux, ils font campagne sur le sérieux, et nous, on a ramené la croissance. Voilà. Sur le c'est ça le slogan, c'est le sérieux. Nous, on a ramené. Le côté attaque était quand même beaucoup plus fort. La prise économique est passée vraiment en second plan pendant la campagne. Il y a vraiment eu le côté. C'est ça. C'était l'attaque, mais en plus l'attaque ridicule. C'est vraiment des choses. On en pleurait de rire et ça n'a pas marché justement. Et après, le Parti socialiste était un peu plus embêté parce que le Parti socialiste en fait est aussi un parti charnière actuellement pour pouvoir créer ses majorités dans les villes en fait. Donc effectivement, ils ont joué sur le changement sensé entre guillemets pour dire voilà, il y a le changement qui est insensé et nous on est le changement sensé. Donc il vaut mieux nous voter nous, parce que nous, vous nous connaissez. C'est-à-dire, c'est aussi leur problème, c'est que les gens les connaissent. Hein. Et en même temps, maintenant, ils sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent commencer à discuter avec ces plateformes citoyennes, aussi avec Podemos, dans les deux sens. D'ailleurs, Podemos eux-mêmes ont rebaissé un peu leurs attentes. Ils disent, bon, c'est peut-être la caste, on va quand même parler avec eux, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Hein. Parce que c'est tellement pluriel, tellement divers maintenant, et tellement morcelé en Espagne, qu'il faut forcément avoir des alliances entre différents partis. C'est-à-dire que pour constituer des majorités municipales, en même temps, il faut parler avec le Parti socialiste. Il n'y a pas le choix. Le Parti socialiste, et c'est pas tout, parce qu'il y
a un autre parti qui a émergé aussi pendant toute cette année, ça s'appelle Ciudadanos, ça veut dire citoyen. Ça serait un peu, pour le dire d'une certaine façon, le Podemos de droite, hein, pour faire un peu simple. Et donc il y a encore un quatrième parti au niveau national qui est là. Et donc c'est encore plus complexe maintenant pour faire des alliances. Et en plus, si je vous rajoute tous les partis régionalistes et nationalistes qui existent en Espagne, je vous dis même pas, à Barcelone, il y a pratiquement 10 partis dans la mairie. Donc, tout l'enjeu sur on est dans une séquence un peu plus compliquée à lire maintenant, l'après 24 mai, qui est qu'il y a eu des régionales dans 13 communautés autonomes, 8000 villes ont voté, et maintenant tout ça, des résultats extrêmement dispersés, et il faut trouver des pactes, des alliances. Et la grande question pour Podemos, qui se prépare aux législatives, sans doute en novembre prochain, c'est de savoir comment ils vont négocier ce rapprochement temporaire, on ne sait pas très bien, avec le PSOE. Oui. Et il ne faut pas qu'ils se brûlent les ailes, mais en même temps, il faut qu'ils montrent qu'ils sont capables de gouverner et de prendre des régions et d'être au pouvoir. Donc il y a un jeu qui ne va pas être facile et qui est celui-là voilà, donc là, ils sont en train de se tester. Le jeu qui n'est pas facile, c'est quand même de se rapprocher et de gouverner des villes et des régions avec des gens qu'on traite de corrompus absolus depuis des années. Ah ben, de la caste, le PSOE. Là, il y a un jeu, politique qui n'est pas simple. C'est toute la stratégie. Alors, oui. Après, je sais que moi, beaucoup en parlent, hein, l'exemple de Syriza, la prise de pouvoir de Syriza au niveau national, c'est d'abord passé par des régions en Grèce, c'est d'abord passé par des municipalités, et donc ils sont conscients de ça, c'est-à-dire qu'ils ont choisi, eux, de ne pas se présenter en tant que tels au municipal, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ont soutenu des plateformes citoyennes, mais aux régions, ils se sont présentés justement parce qu'ils sont bien conscients qu'il faut prendre le pouvoir step by step, étape par étape. Ils ont obtenu quel résultat sur les régions ? Alors voilà, ils ont fait 13%. Ou 14% en moyenne, ce qui les place en 3e position. Et ce qui est un peu... alors on peut soit s'en réjouir parce qu'ils avaient fait 8% aux européennes de 2014, et la progression est très forte, et il y a vraiment une dynamique. Et moi, je pense qu'ils ont un positionnement qui est très solide par rapport à la situation de l'Espagne en ce moment. Et en même temps, on constate que PP et PSOE, même si c'est la dégringolade, reste le parti le plus voté, ça reste le PP en Espagne aujourd'hui, la droite, et le PSOE reste le 2e parti. Il n'y a aucune région où Podemos est arrivé devant le PSOE. Symboliquement, c'est quand même assez... ils espéraient évidemment passer devant le PSOE dans certaines régions, les Asturies, je crois. C'est-à-dire que face au Parti populaire, ils ne sont pas devenus, à la faveur de ces régionales, la première force de gauche. Voilà. Mais tout le truc, c'est que si on regarde la dynamique, ce qui va se passer en novembre, à l'échelle, vu comment les choses avancent en Espagne, tout peut se passer. Donc ça reste très ouvert. Les dynamiques qui sont ouvertes à Barcelone et Madrid vont être passionnantes à suivre. Il peut se passer plein de trucs. Donc c'est pas du tout un mauvais résultat, du tout. C'est juste que les choses sont complexes, quoi. Élisa Martin, vue de Grenoble, comment vous regardez l'expérience espagnole ? Alors, d'abord, je souriais tout à l'heure au vu de votre première question, puisque, je te le dis, cela fait un peu plus d'un an maintenant, qu'on nous pose toujours la même question. Est-ce que le modèle grenoblois est reproductible ailleurs ? Et bien évidemment, nous pensons que oui, mais on y reviendra peut-être. Évidemment, rappelez-moi ce que c'est que le modèle grenoblois, tiens. Voilà. Le modèle grenoblois, finalement, une inversion des alliances, il n'est pas très différent de ce que j'entends. C'est-à-dire qu'au fond, nous étions un certain nombre de militants organisés, pour certains, même depuis longtemps, dans des partis politiques, et puis d'autres qui venaient à la politique, au sens la défense de l'intérêt général, parce qu'ils voulaient défendre les écoles, qui manquent beaucoup à Grenoble, parce qu'ils voulaient s'opposer à la fermeture d'un lycée populaire, parce qu'ils considéraient que tel ou tel projet d'aménagement n'avait pas de sens et incontestablement allait impacter nos vies de façon négative. Ce qui fait le point commun, en tout cas, de toutes ces initiatives citoyennes, c'était un rapport à l'oligarchie qui disait non. Vous ne pouvez pas toujours décider à notre place sur des logiques en plus qui, de toute façon, ne relèvent pas de l'intérêt général. Et puis, à un moment, d'une certaine façon, on s'est dit, mais en fait, on se retrouve toujours dans toutes les luttes et sur toutes les questions. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas autour de la table et qu'on écrit un programme électoral pour les municipales ? Tentons cela. Et on a tenté et on s'est rendu compte que, dans le dialogue argumenté, un certain nombre de questions qui paraissaient a priori un peu indépassables, les questions intercommunales,
peu importe ce qui se passe au-dessus des communes. Et finalement, on s'est aperçu qu'on était tout à fait en capacité d'écrire ce programme tous ensemble. Il y avait des gens d'Europe Écologie Les Verts, Ouais, des gens bien du sûr, Parti de gauche. Tout à fait. Des gens des gens du Front de gauche, Ouais. parce qu'il n'y a pas que des amis du Parti de gauche, des amis d'Europe Écologie, des amis d'un mouvement écolo grenoblois qui est très important pour nous, pour nous tous, parce qu'ils font aussi partie de ceux qui ont dégagé l'espace au travers d'un certain nombre de figures qui ont créé les conditions pour que Carignon dégage, en particulier, puisque nous, on a cette histoire-là aussi à Grenoble, le poids de la corruption dans son histoire par la personne de Carignon, qu'on a d'ailleurs vu réapparaître sur les listes de l'UMP aux dernières municipales, et sans doute que cela présage encore d'autres choses. Et puis, tous ces mouvements citoyens, tous ces représentants de ces mouvements citoyens auxquels je faisais allusion à l'instant. Et sans le Parti socialiste et sans le Parti communiste. Alors, évidemment, sans le Parti socialiste, quelle drôle d'idée. Pourquoi serions-nous allés avec le Parti socialiste ? A priori, nous ne défendions de toute façon pas ni le même programme, ni la même logique, et que par ailleurs, le bilan qu'ils avaient à Grenoble est de toute façon tout à fait représentatif, y compris de ce qu'ils font dans le pays. Après, le Parti communiste, ils sont libres, donc ils ont fait un autre choix qui était leur choix. Nous, ce que nous voulions, c'était avancer dans cette dynamique collective qu'on appelle, nous, le rassemblement citoyen. Bon, voilà. Là aussi, on retrouve évidemment un point de convergence. Et on s'aperçoit même aujourd'hui, naturellement, que la solution était bien celle-ci. Après, le regard que nous avons sur ce qui se passe en Espagne, c'est d'abord un regard d'espoir, de bienveillance, puisque ce que nous souhaitons, c'est que tous ces mouvements puissent se développer le plus largement possible et effectivement exercer le pouvoir. Et en même temps, puisque nous sommes, nous, au pouvoir, même si c'est modeste, attention, depuis une année, nous mesurons à quel point il faut desserrer les étaux. D'abord, desserrer l'étau de l'austérité, qui est une vraie difficulté, desserrer l'étau des oligarchies locales. Et nous, on a l'héritage, si j'ose dire, de cette oligarchie locale qui a quand même mis l'argent très largement par les fenêtres, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour pouvoir développer nos politiques, pour pouvoir développer un peu d'emploi public, pouvoir développer un petit peu de services publics. Et après, le troisième enjeu, je crois, auquel il faut veiller, c'est comment on maintient cette mobilisation citoyenne, comment, d'une certaine manière, il n'y a pas d'un côté un mouvement qui dirait maintenant que vous y êtes, d'une certaine façon, débrouillez-vous, mais ça serait trop facile de ne dire que cela. C'est aussi nous, dans l'autre sens, entre guillemets, comment on arrive à maintenir le lien, la tension même, je dirais, positive avec l'ensemble des citoyens grenoblois, mais aussi nos copains dans nos organisations politiques, parce que les choses vont très très vite, et elles sont assez compliquées, et qu'il faut aussi qu'on puisse expliquer et rendre lisible ce que nous faisons. Donc un regard, encore une fois, de très très grande bienveillance, et en même temps, force et courage. Mais alors, vous avez affronté un autre scrutin, parce qu'il y a eu un scrutin départemental entre-temps. Et alors là, comment ça s'est passé ? Eh bien, plutôt pas trop mal, si j'ose dire. Vous avez gagné 2 cantons Oui, tout à fait, qui sont les cantons, 2 des cantons, des 3 cantons grenoblois. Après, on a quand même fait aussi un certain nombre de résultats sur d'autres cantons dans l'Isère. Ça marche, c'est toujours la même chose, ça marche quand on arrive à créer cette dynamique-là, quand les militants politiques, d'une certaine manière, acceptent de remettre une partie de leur mandat, au sens plein du terme, dans des ensembles qui sont des ensembles plus larges. Par ailleurs, ça fait du bien à tout le monde. Donc ça s'est plutôt et bien tout passé. Le monde grandit dans cette aventure-là et dans cette histoire-là. Parce qu'avant toute chose, c'est une histoire humaine. Tu as raison. Parce que là, la prochaine étape en Espagne, j'imagine que tout le monde quand même a les yeux rivés vers les législatives. Bien sûr. Forcément. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, la boule de cristal, on va la regarder, qu'est-ce qui va se passer ? C'est effectivement la question qui est actuellement posée par tous et partout après les élections municipales. Et surtout, on se demande effectivement vers quel modèle on va aller. Est-ce qu'on va plutôt vers un modèle que Podemos voulait d'hégémonie, d'une force à gauche, et tout le reste, on doit rentrer, se plier à ces règles. Ça peut être une façon de faire. L'autre, ça peut être genre un Syriza espagnol aussi, ça peut être quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'une force hégémonique quand même qui s'ouvre pour que d'autres rentrent. Et la troisième solution, ça pourrait être effectivement une
confluence citoyenne à l'échelle de l'État espagnol. Et effectivement, donc la dynamique est plus large. Alors ça, c'est le troisième, on va le dire, ça paraît assez peu probable que ça se passe. Nous, on aimerait bien, on travaille là-dedans, mais forcément, il y a pas mal d'acteurs qui ne sont pas qui ne vont pas dans ce sens-là. La première option de Podemos tout seul, il y a beaucoup d'acteurs qui ne le voient pas non plus, mais là, ça ne dépend pas de nous aussi de dire à quel point on veut. C'est aussi à Podemos de répondre eux-mêmes et regarder leur stratégie et l'évaluer aux yeux de ce qui s'est passé au municipal. Et puis la troisième, je crois que l'option la plus claire, la plus logique, serait une Syriza espagnole, où on trouve tous un peu notre... Effectivement, et là, je pense vraiment reprendre encore une fois le slogan de l'Union européenne, c'est vraiment unis dans la diversité, c'est là qu'on peut gagner. C'est vraiment en reconnaissant qu'on est divers, mais qu'on est unis, qu'on peut y arriver. Et pas en essayant d'avoir une force par-dessus l'autre qui applique ces règles. Je pense que c'est vraiment là l'essence de la chose, c'est vraiment la coopération politique et sociale. Et le mot coopération, c'est vraiment basique, c'est vraiment l'hétérogénéité, la coopération, la pluralité, et de voir qu'en étant divers, on peut aussi bien s'entendre et croître ensemble. Et je pense que vraiment c'est le point qu'on a appris en Espagne, et je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi à Grenoble, et qu'on peut se renvoyer les uns les autres, pour ça qu'on se regarde avec bienveillance, et qu'effectivement, on pourrait même faire une rencontre, par exemple, entre Grenoble, Barcelone et Madrid, et d'expliquer justement pourquoi la pluralité a été plus forte justement que ces notions d'hégémonie où on écrase l'autre. Effectivement, c'est ça. C'est vraiment un message d'empathie envers l'autre. Et à Grenoble, nous avons procédé exactement de cette manière-là. Personne n'a cherché à s'imposer aux autres. Et pour dire les choses de manière abrupte, on a tout divisé en 4. Voilà, il y avait 4 composantes, tout a été divisé en 4. Alors qu'après tout, peut-être, ne serait-ce que les amis écolos auraient pu dire « mais non, nous, on est là aussi depuis longtemps, etc. » Et pas du tout. Et je pense que c'est effectivement dans cette égalité-là, absolue, qu'on peut avancer. C'est quelque chose d'important. Ludovic. Non, sur la question pour les législatives, moi je pense que vraiment la question d'un point de vue stratégique clé, ce qu'il faut regarder, c'est je pense le bilan, les premiers mois du coup Madrid-Barcelone, ça va être décisif pour savoir si Podemos passe devant le PSOE ou pas. C'est la clé. Bon, maintenant tout le monde va être braqué sur comment ces deux plateformes vont obtenir des victoires sur la question des expulsions. Il y a vraiment tout un programme d'urgence dont Florent a un peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire vraiment juger sur pièce, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous arrivez à faire ? Et là-dessus, il y a un coup, parce que Mariano Rajoy, le chef du gouvernement PP, n'a pas encore fixé la date des élections. Donc il a un peu de marge. Il peut aller jusqu'en janvier. Normalement, c'est novembre. Il y a les élections régionales en Catalogne en septembre. Enfin, il y a un coup à jouer sur le calendrier pour faire traîner ou pas, selon si ça prend ou pas. Voilà, en gros. Donc tout ça va être très... il va falloir suivre, mais ça, c'est vraiment la question. Après, c'est pour ça, du coup, peut-être sur le bilan d'une première année, j'avais lu, parce que Stéphane Aliès, qui est parti faire un reportage pour Mediapart à Grenoble un an après, il y avait déjà des critiques qui émergeaient un peu sur quel est le bilan au bout d'un an. En gros, l'image est toujours bonne, mais pas vraiment de révolution. Certains disent beaucoup d'écologie, pas encore beaucoup de social. Des difficultés. Non, mais comment vous diriez, comment vous répondez à ça ? Et finalement, non, mais la question du bilan déjà va commencer à être importante. Bien sûr. Dans le contexte dans lequel nous sommes, en vérité, on est quand même dans une logique de petits pas. Après, il y a ce qui est médiatisé et ce qui ne l'est pas. Il y a ce qui paraît intéressant ou intéressé et ce qui ne le paraît pas. C'est vrai que, par exemple, il a été beaucoup question de l'arrêt du contrat avec Decaux et donc de la suppression sur les espaces publics des 4x3. Bon. Mais derrière cela, qui est une mesure très importante, parce que nous, on veut un espace public qui est dégagé de l'emprise marchande et d'une forme de privatisation, il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être moins spectaculaires, mais qui relèvent de ce que nous appelons effectivement, nous aussi, le bouclier social, et qui se fondent sur un certain nombre de mesures qui sont des mesures d'urgence, qui pour partie ont pu être prises et qui pour d'autres sont en cours de construction. On a des enjeux très importants sur la gestion de nos biens communs. L'eau, par exemple. Donc sur l'eau, c'est acquis aujourd'hui qu'il y aura une tarification progressive de l'eau et une gratuité des premiers mètres cubes. L'idée maintenant, parce que cette histoire d'intercommunalité fait qu'il y a un certain nombre de choses qui se jouent non pas seulement à l'échelle de la commune, mais il faut aussi discuter avec les autres communes. La question de la gestion de l'énergie aussi, celle-ci est devant nous, où on considère qu'il est impératif de mettre en œuvre un service public ou une gestion publique intercommunale de l'énergie. Donc tout ça, ça participe à la fois de la question écologique, mais aussi de la question sociale. Tous les efforts majeurs que nous faisons, ça va vous paraître bête, hein, mais c'était comme ça. Tous les efforts majeurs que nous faisons pour réaliser le nombre de classes qui tout simplement va nous permettre d'accueillir les
les élèves, ne serait-ce qu'à la rentrée de 2015, tout ça aussi font partie des choses qu'on met en œuvre. Alors évidemment, c'est sans doute moins, entre guillemets, spectaculaire que nos mesures de baisse d'indemnité, pour prendre quelque chose dont on a beaucoup parlé. On les a baissées de 25% quand on est arrivé. Le fait qu'on remette en cause des subventions pour des grandes associations dont il ne nous paraissait pas du tout nécessaire qu'elles aient autant d'argent public. D'ailleurs, vraisemblablement, elles s'en passent sans difficulté. Donc la politique grenobloise, c'est aussi tout ça. C'est aussi une situation où, de par la crise majeure à laquelle on est confronté, on a, nous aussi, des situations de bidonville, comme à Paris, et en particulier un qui est de la même importance que celui de La Chapelle. Donc on est bien dans ce quotidien-là, à sans cesse se battre pour défendre l'intérêt général. Encore une fois, dans un contexte qui n'est pas simple, avec tous les étaux que je décrivais précédemment. Parce que, évidemment, si on a comme ça tendance à comparer les deux choses, c'est que, voilà, la situation française est plutôt embryonnaire par rapport à l'Espagne. C'est le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire empêcher. C'est-à-dire que, pour le dire le plus simplement possible, on se dit quand même la gauche de la gauche en Espagne arrive à quelque chose, prend des responsabilités, prend des municipalités, même si les scores de Podemos au régional sont parfois un peu décevants, c'est quand même une vraie menace pour les partis institutionnels lors des prochaines législatives. Et on se dit, et la gauche de la gauche française, elle est où, là? C'est-à-dire que comment expliquer cette espèce de tropisme ou de miracle espagnol et aussi, évidemment, je rajoute ça, par rapport à l'extrême droite. C'est-à-dire que là, on voit bien que les classes moyennes ou les classes populaires ne sont pas tenter de voter pour des partis d'extrême droite, mais que la gauche de la gauche arrive à ramasser des votes alors qu'elle n'y parvient pas en France. Moi, je dirais quand même qu'il y a une explication, me semble-t-il, assez simple. Alors, qu'on s'entende bien. Je ne disqualifie pas l'engagement et le rôle des partis politiques, bien sûr. Mais la différence entre la France et l'Espagne, c'est qu'il y a eu un mouvement populaire. Le peuple a fait irruption sur la scène d'une façon extrêmement forte. C'est ça aussi qui bouscule, c'est ça aussi qui donne de la force. Parce que quand je dis desserrer un certain nombre d'étaux, on ne dessert pas des étaux dans des bureaux tout seul. On dessert des étaux à partir du moment où il y a de l'initiative citoyenne, où il y a de la mobilisation populaire forte. Et je pense que la situation d'extrême urgence sociale, écologique forcément, parce que les deux en vont ensemble, que connaît aujourd'hui l'Espagne, a aussi suscité tous ces mouvements, le mouvement des indignés, les mouvements de solidarité, comment on se serre les coudes, comment on fait pour donner à manger à tout le monde, comment on fait pour que la voisine avec ses gosses, elle ne soit pas expulsée, etc. Tout ça, ça a forcément produit quelque chose de bien plus fort que dans notre beau pays, où on n'a pas connu cette mobilisation-là. Après, c'est à nous, tous, de susciter cette énergie positive qui fait effectivement Laurent Marcellesi. Ce qui est drôle en plus, c'est quand même ça qu'il y a eu ce mouvement des indignés en Espagne, mais c'est aussi grâce à un Français quand même qui a eu ça. C'est parce qu'il n'y avait pas le livre de Stéphane Hessel, par exemple, on ne s'appellerait pas les indignés. Donc peut-être aussi essayer un peu d'élargir le plan qu'on peut avoir. C'est pas juste une histoire espagnole ou franco-française, c'est vraiment une histoire européenne où on s'influence les uns les autres et on se renvoie la balle sans s'en rendre compte vraiment. Mais finalement, c'est vrai que le mouvement des indignés n'a pas marché comme tel, mais quand même, toutes les idées qui se sont créées en France ont permis qu'en Espagne, ça marche. Et actuellement, on renvoie la balle pour qu'en France, on se dit, finalement, ce qui s'est passé en Espagne, ça peut marcher. Et après, c'est vrai qu'il y a un autre... Effectivement, et après, on regarde ce qui se passe aussi en Angleterre, on regarde ce qui se passe en Allemagne, en Grèce, tout ça. Il y a quand même énormément de choses qui se passent. Effectivement, je pense qu'à l'échelle européenne, il commence à y avoir quelque chose de très intéressant qui est en train d'arriver, qui est là, qui est petit à petit. Donc en Espagne, on a eu les indignés, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et sans les indignés, on ne pourrait pas expliquer effectivement les résultats. Et en plus, ça va au-delà d'un schéma gauche-droite, ce qui s'est passé. Là, on parle de la gauche, mais c'est très français la façon dont vous parlez. Parce qu'effectivement, quand on est en Espagne, on ne parle pas de la gauche, nous. On parle des indignés, c'est un mouvement transversal. 80% des Espagnols, je répète, 80% des Espagnols appuyaient le mouvement des indignés. C'est-à-dire que même les gens qui votaient Parti populaire étaient pour les indignés. Donc effectivement, il y a une hégémonie culturelle qui s'est créée avec ça. Et là, on a pu, après, passer en politique grâce au mouvement des indignés. Donc c'est-à-dire que c'est toujours la traduction politique, d'une certaine façon, de ce levier-là. Je ne sais pas si c'est toujours, mais dans le cas espagnol, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Premièrement, ça a été les places, ça a été le social, et ensuite, on a eu la politique. Et après, je pense qu'il y a aussi une grosse différence avec la France. C'est quand
même sur la place de l'extrême droite, par exemple. Et en France, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe, mais en Espagne, l'extrême droite, en tant que telle, n'existe pas. En fait, elle est déjà comprise dans le Parti populaire. C'est comme si vous avez l'UMP qui absorbe le FN, par exemple. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Et c'est vrai qu'avec le Parti populaire, parfois, on se pose la question en Espagne. Donc, il y avait encore cet espace politique où beaucoup de gens pourraient se retrouver. C'est effectivement, je pense, une des forces de Podemos, et là, je le reconnais parfaitement, de dire, voilà, nous, on ne parle pas de gauche et de droite. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler, effectivement, de démocratie, dictature, en fait, de régénération du neuf par rapport au vieux. Et là, ils ont réussi à casser quelque chose qui avait, se dire, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont renouvelé le vocabulaire et la rhétorique politique. Voilà, effectivement, on va arrêter de parler de ces étiquettes. T'es de gauche, t'es pas de gauche, pour ça, c'est mieux avec toi. Non. Premièrement, on se met d'accord, c'est qu'il y a des gens vraiment qui en profitent de la crise et des gens qui vraiment sont au-dessous de tout. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, c'est arriver à mettre ces citoyens qui en ont ras-le-bol de cette oligarchie et qui disent, voilà, ça c'est un modèle qui ne nous convient pas, unissons-nous au moins autour de ça, et puis après on verra les étiquettes, que ce soit les universitaires qui nous les mettent, nous on s'en fiche. Parce qu'il faut, pour prolonger, il y a eu plein de manières de réinventer le mouvement des indignés de 2011. Depuis 2011, il y a des strates entières d'héritage, de manières de... Il y a eu des mouvements sociaux classiques, il y a eu l'APA, la plateforme anti-expulsion dont on s'est parlé. Il y a des gens comme Ada Colau qui ont décidé de réinvestir dans le local, le travail à Barcelone avec les quartiers pour construire cette plateforme qui maintenant surgit aux yeux du grand public. Et il y a des gens comme Podemos qui s'en sont emparés aussi pour dire le national, les législatives et avec négocier avec Syriza pour faire bouger Angela Merkel. Donc il y a plein de manières, évidemment, d'inventer des contre-pouvoirs. Là. Après, pour rebondir un peu sur... Vous dites, en Espagne, il y a eu ce surgissement, cette apparition du peuple qu'on n'a pas eu en France. Il y a aussi un travail... Enfin, moi, je vois, il y a une politisation de quartiers populaires, un travail pour politiser les quartiers populaires, qui, dans le cas de la candidature de Barcelone, alors Madrid, je connais un peu moins, mais Ada Colau, ça fait 1 an qu'elle travaille là-dessus. Les scores même de Podemos aux européennes de 2014 sont très bons dans des quartiers plutôt pauvres. Donc visiblement, c'est une analyse qu'il faudrait... Ils ont quand même récupéré une partie de cette classe moyenne appauvrie par la crise et qui était un peu dégoûtée du politique, et une frange, alors là, combien, je ne sais pas, d'une classe plus qui n'allait plus voter. Et là, je pense qu'il y a vraiment le travail de ces mouvements sociaux, la plateforme anti-expulsion pour Ada Colau, c'est évident, ça fait le lien, ça a reconvaincu des gens d'aller voter, je pense. Et là-dessus, on peut vous retourner la question sur le français, quoi, c'est-à-dire sur le versant français, où on en est sur la politisation. Qu'est-ce que vous faites, vous, à cette échelle, à Grenoble? Est-ce que c'est des questions, comment les poser? Enfin voilà, c'est la grande question bien sûr, pour la gauche. De toute façon, la réalité, elle n'est pas uniforme, évidemment. Ça dépend des quartiers. Mais en tout cas, c'est certain que nous, on a... une préoccupation assez forte et même très forte à l'égard des quartiers populaires, bien évidemment parce que la situation sociale y est indescriptible, mais aussi parce qu'on veut redonner, on dit parfois cette expression-là, on veut leur redonner du pouvoir d'agir, on veut leur redonner ou leur donner tout court les conditions pour effectivement intervenir sur leur propre vie, même si c'est à une échelle locale. Ce qu'il y a, c'est que cette affaire-là, elle ne se décrète pas non plus. Il faut voir là aussi de quoi on hérite. Et reconnaissons quand même ensemble que malheureusement, les quartiers populaires grenoblois ont été l'objet de beaucoup de clientélisme. Ce qui fait que le rapport à la politique, il est à reconstruire. Et sans nul doute, une partie d'entre eux nous regarde-t-il encore avec questionnement. Et sans doute, une partie d'entre eux se disent encore, mais finalement, est-ce que ils sont avec nous? Est-ce qu'ils peuvent, entre guillemets, faire un certain nombre de choses pour nous? Parce que ces attentes-là, elles sont fortes, quoi. Donc après, c'est nous nous faisons le boulot avec des associations, parce que là aussi, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'au motif que nous serions élus, on pourrait tout d'un coup régler toutes les questions tout seul. Donc on travaille avec ceux qui sont les plus impliqués sur ces quartiers populaires, certes pour répondre à un certain nombre de questions de rénovation urbaine, de qualité du bâti, parce que là aussi nous aussi, on est confrontés à toutes ces questions de paiement de factures, d'augmentation des charges, etc. Mais aussi être en capacité d'aller au plus près des plus petites initiatives. Mais ce qui peut être aussi une façon de casser le modèle politique français, parce que là, on a la nette impression en France, contrairement à l'Espagne, que le prochain coup national, c'est la présidentielle. Ça y est, quoi. C'est dans 2 ans. Donc voilà. Alors là, on arrive...
Mélenchon ou pas, premier tour, Ouais. la campagne va durer un an et demi, là on va nous entendre. Enfin, on a l'impression qu'on est dans un modèle terriblement ancien, même archaïque et complètement bloquant. Oui, quoi, et pour qui le par coup. ailleurs ne correspond en rien à la réalité. Hein, quand on va dans les quartiers populaires, pour citer cela, puisqu'on les évoquait à l'instant, l'angoisse ultime n'est pas de savoir qui va être le prochain président de la République, malheureusement presque d'une certaine manière, mais plutôt comment je vais payer la cantine pour les gosses, comment ça va se passer, j'ai déjà 1 ou 2 mois de retard sur mon loyer, si j'en ai un troisième, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va me foutre dehors, si on me fout dehors, qu'est-ce qui se passe, enfin, on est quand même confronté, comme les grandes villes d'Europe, de par les logiques politiques, d'austérité, etc., telles qu'elles se développent partout, à des situations d'extrême précarité et d'extrême pauvreté. Mais justement, comme j'évoquais tout à l'heure. là-dessus, je lisais un texte de la romancière Virginie Despentes qui disait à propos de l'Espagne, parce que je crois qu'elle connaît bien Barcelone, elle fait des allers-retours, et elle disait en gros, voilà, en Espagne, on a réussi à parler aux classes populaires, on a réussi à parler aux classes moyennes. Elle avait une expression d'écrivain, je vous la donne, vous me direz si elle vous convient. Elle disait, on a réussi à faire comprendre à la voisine qui n'arrive pas à payer ni le loyer ni la cantine que c'était pas la voilée de la porte en face qui était son ennemi. Bien sûr, qui était Alors voilà, responsable. Virginie Despentes le dit avec aussi une part de provocation d'écrivain. Mais ça, est-ce que vous, dans votre expérience concrète, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir aussi? Ah bah, bien sûr. Alors, à la fois, les oppositions qui se montent entre les uns et les autres, ça, oui, hein, malheureusement, ceux qui sont très précaires, qui peuvent être sous l'œil de ceux qui sont un peu moins précaires, mais qui, en vérité, le sont beaucoup aussi. Donc après, nous, c'est à nous de faire le boulot pour expliquer, comme vous le dites, que l'altérité n'est pas l'ennemi, mais il est plutôt celui avec qui on peut coopérer. D'ailleurs, on l'a écrit dans nos 120 engagements. Il y a un endroit où on aborde cette question, la question de l'autre, et où on dit l'autre n'est pas un ennemi, mais on doit reconnaître l'autre comme celui vis-à-vis de qui on peut regarder dans la même direction. Mais après, il faut prendre un certain nombre de mesures, entre guillemets, politiques, pour intervenir concrètement sur ces situations. Et de ce côté-là, comment vous voyez la vie politique française dans les 2 prochaines années? Tu as une boule de cristal? Elle marche très bien. Alors, si la tienne marche bien, je vais regarder dedans. Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même une vraie responsabilité. Ceux et celles qui, aujourd'hui, considèrent qu'il faut créer les conditions... Alors, nous, on continue quand même, malgré tout, un peu à s'inscrire dans ce clivage gauche-droite, même si on s'aperçoit qu'effectivement, il se dépasse. Nous, il y a des gens qui ont voté pour nous, qui ne sont pas de gauche, qui ont voté pour nous parce qu'ils ont considéré qu'en gros, on était pour l'intérêt général et qu'au fond, ça leur suffisait. Mais malgré tout, on reste quand même encore un peu inscrit dans cette affaire-là. Moi, je crois qu'on est quand même confronté à une vraie situation d'urgence et qu'on a une responsabilité. L'effort, entre guillemets, si j'ose dire, que vous avez fait, que nous avons fait à Grenoble, que d'autres ont fait en Grèce et que d'autres ont fait dans tout un tas de communes dont on a bien moins parlé, y compris des petites, cet effort-là, il doit être impérativement reproduit à l'échelle nationale. Ça n'a pas de sens que de continuer à se disputer sur des questions qui ne sont pas les vraies questions. La question, c'est de savoir si, oui ou non, on est capable de se mettre d'accord sur un programme de transformation sociale et écologique pour prendre le pouvoir. Le reste, c'est que de la littérature, en vérité. Surtout quand on a le Front National qui est embusqué. Ludovic, la prochaine échéance espagnole, c'est ces fameuses législatives. Alors avant, on a le droit au régional en Catalogne, le 27 septembre, qui vont être très intéressants parce qu'on va mesurer pour la première fois la dynamique Ada Colau, parce qu'il va y avoir la question de l'indépendance, qui est une autre question compliquée. Mais c'est bien parce que c'est là où c'est passionnant, le cas espagnol par rapport au cas français aussi, c'est que toutes ces questions institutionnelles qui sont si lourdes à porter, je trouve, dans le débat public français, se posent de manière très légère en Espagne, à la fois à l'échelle de la Catalogne. Même avec un certain humour. Je repensais à Virginie Despentes, elle disait, ce qui est pas mal dans les villes espagnoles, c'est qu'ils ont voté pour des filles qui ne mettent pas des plumes et qui ne se maquillent pas comme des voitures volées pour passer à la télé. Du côté, une autre façon de faire de la politique, c'est-à-dire qu'on ne se déguise pas en politicien professionnel à l'aune de ce que demandent les médias dominants. Quoi. Ça n'a l'air de rien, mais ça change un peu les choses. Et c'est à peu près inimaginable ici. Hein, rappelez-vous les remarques sur le fait que Piolle avait une veste ou un pantalon, je ne sais plus, qui n'était pas repassé, et pas de cravate, pour les commémos de la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même... ça interroge quand même, hein, parce que les pauvres types qui sont allés se faire casser la gueule dans toutes ces guerres-là, ils n'avaient pas de cravate et ils n'avaient pas les pantalons repassés. Hein. Donc oui, effectivement, bien
bien sûr qu'il y a Donc c'est aussi un changement de code. cette espèce de... Bien sûr. Oui, et puis il y a le bien rapport sûr. qui joue aussi à la monarchie, on est en Espagne. Enfin, toutes ces questions sont dans l'air de manière beaucoup plus grand public que ce que j'ai l'impression. La qu'on vit dans- reconnaissance de s'être trompé, avancer sur une proposition, s'apercevoir que ça passe pas, qu'elle n'est pas comprise, et dire bon ok, d'accord, on arrête, on rediscute et on reprend les choses par un autre bout, sans avoir le sentiment que ça y est, toute une carrière serait arrêtée et menacée par cela. Oui, bien Et sûr. pour conclure, Florent Marchellesi, vous êtes plutôt optimiste sur la latitude des gens qui risquent de diriger ces très grandes villes, Barcelone, Madrid, justement en période de crise économique extrêmement grave, puisqu'elle est beaucoup plus dure encore en Espagne qu'en France, et par rapport aux grands acteurs économiques, c'est-à-dire quelle latitude vont-ils avoir, comment vont-ils pouvoir résister et appliquer le programme pour lequel ils ont été élus. Vous êtes plutôt optimiste là-dessus ? Moi, je me situe pas dans le rayon optimiste-pessimiste, et c'est plutôt, j'ai confiance dans les gens qui ont été élus, ça c'est vraiment très important, et je pense que c'est important pour les Espagnols aussi de retrouver confiance dans les gens qui les représentent, et ça c'est une grosse différence avec le Parti Socialiste et le Parti Populaire. Mais c'est vrai que dans ce dont tu parlais avant, il y a un héritage quand même, c'est-à-dire qu'on arrive dans ces villes-là, et on arrive avec un héritage vraiment qui pèse énormément, parce que quand même on a eu le Parti Populaire avant, par exemple, qui a dépensé des milliers et des cents dans des infrastructures qui sont totalement inutiles, par exemple. Alors nous, ce qu'on aime bien en Espagne, faire, surtout le Parti Populaire, c'est faire des grandes places pour les corridas que personne n'utilise, qui ne servent strictement à rien, mais qui ont plombé totalement le budget. Et le budget ne peut pas être équilibré. Donc les premières choses qu'on doit faire quand on arrive à ce genre de mairie, c'est la première chose, c'est mettre les budgets à l'équilibre. Et donc on n'a pas d'argent pour faire ces grandes révolutions dont on parlait. Alors peut-être aussi ce qu'il faut faire, c'est justement changer aussi la conception de la révolution. C'est plutôt la révolution lente, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de grands projets, on ne veut plus de grands projets inutiles, de grandes autoroutes, d'aéroports sans avion comme on a en Espagne, tous ces TGV qui sont totalement vides. On n'en veut plus. Ce qu'on veut justement, c'est changer la vie des gens au jour le jour. C'est faire un jardin collectif comme vous avez dehors de Mediapart. C'est ça qu'on veut faire. C'est des choses toutes simples qui changent la vie réellement. Alors bien sûr, c'est pas aussi facile après quand on les met dans un journal pour dire voilà, on a fait un jardin collectif. C'est vrai que c'est pas aussi top que de dire qu'il y a un gros paquebot de 5000 personnes qui est arrivé. Mais c'est ça le vrai changement en fait. C'est le changement du jour au jour. C'est un pouvoir de construire avec les associatifs, avec les gens réels, ce qu'on appelle en Espagne les gens décents en fait. C'est comme ça. Et donc, est-ce qu'on est optimiste ? Je sais pas si on est optimiste. Tout ce qu'on veut, c'est essayer. On veut essayer et on verra bien si ça marche. On préfère le faire et on préfère voir ce qui va se passer. Puis après, on verra bien ce qui se passe. Le principal, c'est d'avoir surtout redonner de l'espoir. Et c'est que les gens aient le sourire dans la rue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on sort de 6 ans de crise où vraiment, on peut dire réellement qu'on a vécu un socialisme d'État pour les plus riches et un capitalisme sauvage pour les plus pauvres. Et enfin, les gens qui étaient toujours du mauvais côté de la barrière se disent c'est nous maintenant qui avons la capacité de changer les choses et on va essayer. Et j'espère justement qu'on va essayer aussi pour les législatives et créer encore plus d'espoir aussi pour la France et le reste de l'Europe. Merci beaucoup à tous les trois. On avait intitulé ce que vous. les gauches françaises peuvent apprendre de l'Espagne. Ben voilà, vous nous avez éclairés tous les trois pendant ce 19h. On va se retrouver dans une grosse demi-heure à 20h30. Comment réformer une justice malade ? Ça sera le thème de la soirée puisque on a la nette impression depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines que les échecs de la justice s'enchaînent dans des domaines d'ailleurs extrêmement différents. Et donc, on en débattra avec la rédaction de Mediapart et de nombreux invités de 20h30 à 22h30, 23h. L'offre du jour, c'est 20 € pour 6 mois d'abonnement. Et les 20 premiers, mais alors peut-être sont-ils déjà passés par là, recevront donc cette nouvelle revue dont on a parlé tout à l'heure avec François Bonnet, la revue du Crieur, qui est une coédition Mediapart La Découverte et dont le premier numéro vient de sortir. À tout de suite.